François Truffaut a porté tout au long de sa vie de nombreuses casquettes. Enfant rebelle d'abord, hors système, adolescent ensuite, en décrochage mais amoureux de cinéma et littérature, puis jeune adulte sulfureux coureur de jupons et critique de cinéma français qu'il n'hésite pas à juger vieillot et dépassé. Réalisateur, enfin, qui connaîtra un succès critique et commercial, et acteur parfois, mettant un visage derrière cet homme si énigmatique. Mais François Truffaut est avant tout un artiste avant-gardiste et anticonformiste qui a su apporter une vague de fraîcheur et de nouveauté sur le cinéma français et international, une nouvelle vague. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de la série Réalisateur de légende, après Alfred Hitchcock. Je vous laisse le lien en commentaire en description, n'hésitez pas à aller voir la vidéo également si vous en avez envie. Vous êtes une grande majorité à regarder de mes vidéos sans être abonné, donc n'hésitez surtout pas, ça m'aiderait grandement à faire décoller le projet. Vous l'aurez compris, on va se pencher cette fois-ci sur l'un des plus grands réalisateurs du cinéma français, qui a redéfini le genre et dont certains films appartiennent à la légende de la grande histoire du cinéma. Je pense que la première chose à dire sur François Truffaut, c'est qu'il n'a pas forcément eu ce qu'on pourrait appeler une enfance facile, et l'adolescence n'était pas franchement mieux. Il naît en 1932, à Paris, d'un père inconnu et d'une mère, Jeannine de Montferrand, qui a caché sa grossesse. Né dans un milieu bourgeois catholique, sa naissance a provoqué un petit scandale et sa mère a confié l'enfant à une nourrice. Elle épouse Roland Truffaut, un dessinateur qui accepte de reconnaître l'enfant et qui pensera longtemps qu'il s'agit de son vrai père. Ses parents le retirent à l'âge de 3 ans de chez sa nourrice et il passe la majorité du temps chez ses grands-parents. On ne peut pas trop dire qu'il déborde d'amour parental. Ses parents sont souvent absents, s'adonnant le week-end à leur passion favori, l'escalade. Sa relation avec sa mère va devenir épouvantable au fil du temps. C'est dans cet environnement un petit peu spécial qu'il connaît ses premières années de sa vie et devient vite un cancre à l'école. Il pratique beaucoup l'école buissonnière pour aller au cinéma avec son meilleur ami de toujours, Robert Lachanet. Il arrête l'école à l'âge de 14 ans pour aller travailler chez un grossiste et vivre de ses propres moyens. En 1948, à l'âge de 16 ans, il ouvre un ciné-club, le Cercle Cinéman Boulevard Saint-Germain, et c'est lors de cette expérience qu'il rencontrera André Bazin, un homme qui jouera un rôle déterminant dans sa carrière. C'est un critique de cinéma et un fondateur des Cahiers du cinéma, revue française créée en 1951. Cependant, la salle de cinéma accumule rapidement des dettes et il se retrouve en garde à vue. À sa sortie, son père demande son placement en centre d'observation de mineurs délinquants et il restera quelques mois. Et c'est André Bazin qui obtiendra sa sortie prématurée et l'introduira dans des milieux de cinéma, notamment auprès de Jean Cocteau et d'une jeune génération de critiques. On peut citer Jean Rivette, Claude Chabrol, Jean Douchet ou encore Jean-Luc Godard pour ne citer qu'eux. Ils vont très vite se rapprocher et fréquenter les ciné-clubs ensemble. Et il arrivera très rapidement à s'attirer l'estime de ses pairs grâce à ses positions tranchées et anticonformisme sur le cinéma. Grand séducteur, il multipliera les relations amoureuses et notamment avec Liliane Litvin, une lycéenne de son âge qui était très courtisée. Celle-ci le quittait à cause de ses nombreuses infidélités et Truffaut ferait en 1950 une tentative de suicide. Il s'engagera dans la foulée dans l'armée dans le but d'aller en Indochine pour se faire tuer, mais il change d'avis moins d'un an plus tard et il désertera l'armée avant d'embarquer pour l'Asie et sera incarcéré dans la prison militaire du quartier Duplex. Et c'est encore une fois André Bazin qui le tire de ce mauvais pas et réussit à le faire embaucher comme critique de cinéma dans la revue Des Cahiers du cinéma, où il retrouvera ses autres compères. C'est alors l'ascension fulgurante d'un homme sulfureux, dérangé et profondément passionné qui commencera dans le milieu du cinéma. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il se fait remarquer en critique, et pas forcément bien. C'est de très loin celui qui est le plus assassin de la rédaction, ne reculant devant rien, pas même l'insulte personnelle. Il défend le cinéma d'auteur contre le cinéma de grande consommation. Un de ses plus célèbres articles est Une certaine tendance du cinéma français, sorti en 1954, où il critiquera vivement le cinéma français dit de qualité. Il s'attaque à des scénaristes comme Orange et Bost, remettant en cause leur manière d'adapter la littérature qui, sous couvert d'être fidèle à la lettre et à l'esprit du roman, trahissait en réalité le texte original. Adaptation qu'il juge plate et sans rythme et sans personnalité. Selon lui, le cinéma doit toujours avoir cette petite chose qui donne tout l'intérêt de changer de format pour raconter la même histoire. Une adaptation littérale n'a aucun sens. C'est aussi lors de ces années qu'il s'essaiera à la réalisation. Son premier court-métrage, Une visite, date de 1954. De réalisateur de court-métrage, il passera vite au format long-métrage avec pour premier film Les 400 coups, sorti en 1959, film porte-étendard du genre de la nouvelle vague. C'est à ce moment qu'on va faire un petit zoom sur la nouvelle vague. La nouvelle vague, c'est un courant majeur du cinéma français de la fin des années 1950 à la fin des années 1960, né d'un désir de jeunes réalisateurs de s'affranchir des conventions du cinéma français traditionnel. La nouvelle vague a voulu redéfinir les règles de la narration cinématographique et par conséquent de la mise en scène.
Il y a deux piliers d'inspiration, le cinéma américain, avec notamment des réalisateurs comme Hitchcock ou Orson Welles, et aussi le néoréalisme italien. Donc l'idée c'était de se réapproprier ce cinéma international en lui donnant une patte bien française. Ce mouvement est né directement au cœur de la revue des cahiers du cinéma, sous l'impulsion de jeunes critiques qui rêvaient de devenir réalisateurs. On peut citer notamment pour les plus illustres d'entre eux Jean-Luc Godard, François Truffaut, Éric Rohmer, Claude Chabrol, Jacques Rivère, ou encore Agnès Varda ou Alain Resnais. La nouvelle vague, c'est avant tout des techniques cinématographiques innovantes, mais aussi de nouveaux visages, d'acteurs et d'actrices notamment, qui ne viennent pas des parcours traditionnels pour arriver au cinéma, notamment du théâtre classique. On peut citer Belmondo, Emmanuel Riva, Jeanne Moreau, Brigitte Bardot, Romy Schneider, Catherine Deneuve ou encore Françoise Fabian. Pour résumer rapidement ce qu'est le courant de la nouvelle vague, on peut dire que c'est un désir de cinéma en tant qu'art visuel, né d'une volonté de rompre avec les mises en scène théâtrales traditionnelles, beaucoup de jeux de mise en abîme, arrêt sur image, ralenti, une volonté d'être le miroir d'une époque traversée par des crises et révoltes venant de la jeunesse, les Trente Glorieuses, mouvement de la libération des femmes, guerre d'Algérie, révolution étudiante. C'est vraiment la traduction de l'émancipation de la jeune génération. Bien sûr, des divergences de philosophie se font vite voir au sein des artistes de la nouvelle vague, et notamment deux d'entre eux, deux des plus gros porte-étendards du mouvement, Godard et Truffaut. Truffaut avait une approche beaucoup plus pragmatique et universelle pour ses films, qui pouvaient toucher tout type de public, à l'inverse de Godard qui avait une approche beaucoup plus intellectuelle pour la réalisation de ses films. François Truffaut défend la position modeste d'un homme accomplissant sans hypocrisie son métier à l'adresse du spectateur, dans l'optique de lui plaire. C'est une position plutôt humble de son cinéma, destiné en premier lieu à plaire au public plutôt qu'à une minorité intellectuelle. Maintenant qu'on est revenu sur la jeunesse du réalisateur et du mouvement auquel il a participé à créer, on va revenir un petit peu plus sur son style pour comprendre qu'est-ce qui fait le lien entre tous ces films. Truffaut, c'est un cinéaste de la vie, de l'amour et de la jeunesse, et c'est avant tout un artiste gorgé d'obsession qui débordait souvent à l'écran. Il militait pour un cinéma vif et sans fioritures, accessible pour le plus grand nombre et assez universel dans ses thèmes. Ses thèmes sont souvent profonds, mais exprimés avec légèreté et élégance. De plus, il considérait le cinéma comme une fenêtre améliorée de la vie. Le réalisateur Ferrand, dans La Nuit américaine interprétée par lui-même, dira « Je sais, il y a la vie privée, mais la vie privée, elle est boiteuse pour tout le monde. Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Les films avancent comme des trains, tu comprends? Comme des trains dans la nuit. » Et ça, je trouve que ça résume vraiment bien son idéologie cinématographique. Il n'hésitera pas à réinventer, à se réapproprier les mises en scène pour mieux coller à cette idée. Par exemple, ses films auront beaucoup d'ellipses pour éviter de montrer des scènes ennuyantes aux spectateurs. Une voix off prendra alors le relais, expliquant ce qu'il s'est passé entre les deux scènes. Au lieu d'une scène longue de 5-10 minutes, il condensera tout cela en moins de 30 secondes. Il y a aussi bien sûr beaucoup de thèmes récurrents qui viennent dans les films de François Truffaut. On a en premier lieu le cas de l'enfance maltraitée. On a 3 de ces films centrés sur des personnages enfants, où la cruauté des adultes est montrée, mais aussi la bienveillance de ceux qui savent s'adresser aux enfants. Il y a aussi bien sûr la femme fatale qui est le sujet central de beaucoup de ces films. L'héroïne est souvent folle d'amour, parfois jusqu'au meurtre, et c'est une figure des femmes plus audacieuses que les hommes, qui sont motrices de leur vie. Et plus largement, il aime porter à l'écran des histoires d'amour extrêmement intenses, souvent des trios amoureux, avec toute une dimension tragique autour de ces personnes. De plus, grand passionné de littérature, il fera beaucoup d'adaptations littéraires, mais n'a jamais porté de grands classiques de la littérature française à l'écran. Il préférera adapter la littérature anglo-saxonne, et plus particulièrement le roman noir. Donc c'est un genre de thriller policier américain dans les années 1950, qui sont souvent très sombres dans leur thématique. La technique enfin. Dans la lignée de la nouvelle vague, Truffaut est un réalisateur qui privilégie les tournages en extérieur plutôt qu'en studio, et on le voit très bien dès ses tout premiers films. Ça n'a pas toujours été respecté à la lettre, car certains films ont bien été tournés en studio, tels que Fahrenheit 451, un de ses seuls films de science-fiction sorti en 1969, dans le but de retranscrire cette vie qui lui est chère, vie qui est toujours en mouvement et qui ne connaît jamais de pause. Il limite aussi les plans fixes et choisira plus les plans mobiles avec la caméra sur l'épaule, ce qui donne une sensation de mouvement, d'intrusion et d'immédiateté. Il est aussi friand de nouvelles méthodes cinématographiques comme les arrêts sur image ou la narration en voix off. Voilà, maintenant on va parler de 5 films à découvrir ou redécouvrir de François Truffaut qu'il réalisa tout au long de sa carrière jusqu'à sa mort prématurée en 1984 quand il a été emporté par une tumeur cérébrale. Les 400 coups, c'est son tout premier long métrage sorti en 1959 et une des œuvres qui représente le mieux le mouvement de la nouvelle vague. Il faut savoir que Truffaut utilisait beaucoup des éléments autobiographiques dans ses films pour leur donner une dimension personnelle et authentique.
et c'est un de ses films les plus autobiographiques, reprenant bon nombre d'éléments de sa jeunesse pour écrire le scénario, bien que le réalisateur ait toujours démenti le caractère autobiographique du long métrage en public. Ce film met en place tous les éléments qui définissent l'homme et ses futures œuvres à venir, l'enfance difficile, la passion pour la littérature et le cinéma, l'anticonformisme et la volonté de se créer sa propre voix. Les 400 coups racontent le destin du jeune Antoine Doinel, interprété par Jean-Pierre Léaud, 14 ans, piégé dans une spirale négative dont il ne peut sortir. À l'école, il ne cesse d'avoir des ennuis avec son maître de classe et subit l'indifférence de ses parents à la maison. Il commence à faire l'école buissonnière avec un de ses copains, puis il passe à la fugue et au vol qui l'emmèneront tout droit au commissariat. Ce sera le premier film d'une longue saga de 5 films axés autour du personnage d'Antoine Doinel qui le suivront à travers tous les moments initiatiques de sa vie. À travers ce double, c'est la propre vie de François Truffaut qui sera capturée tout au long de sa vie. En racontant ses 400 coups, le réalisateur revient avec lucidité sur sa carrière avec un film touchant. Antoine est dépeint comme un jeune aussi maladroit que sensible, inadapté au système qui veut le conformer à la norme de l'époque et qui souffre de l'indifférence de ses parents qui ne se soucient pas de lui. Même si on ne cautionne pas forcément tous ses actes au long du film, le personnage d'Antoine est écrit de manière suffisamment subtile pour que le spectateur réussisse toujours à le comprendre et avoir de l'empathie pour lui. Ce n'est pas un mauvais garçon par nature, mais le manque d'amour et la rudesse de ses professeurs lui font emprunter les mauvais choix. On ressent son besoin vital de refuser et de se plier à un système qui n'est pas fait pour lui, la volonté de se créer sa propre voie, et la mise en scène reflète l'état d'esprit d'Antoine. On a des gros plans fixes pour les scènes d'intérieur symbolisant sa prison interne où il essaye de plaire à son entourage et des plans plus larges et éloignés où il retrouve sa liberté quand il va à l'extérieur. Il n'est d'ailleurs pas étonnant que ce soit toujours en extérieur qu'Antoine fait les choix les plus libres, comme faire l'école buissonnière ou des fugues par exemple. Et de plus, le film nous offre une plongée intéressante dans le Paris des années 1950, le long métrage entièrement tourné en décor réel à Paris, et ça c'est un pilier, vraiment un des piliers des réalisateurs de la nouvelle vague qui veulent apporter plus d'authenticité dans leur production. Il ne faut pas oublier que Truffaut, lors de sa carrière de critique de cinéma dans les années 1950, s'est fait tout un tas d'ennemis dans le milieu, et c'est tout naturellement que toute la profession attendait le film à Cannes en 1959 pour pouvoir lui rendre la monnaie de sa pièce, mais il n'en fut rien. Le film a été un véritable triomphe et a même gagné le prix de la mise en scène au Festival de Cannes. Grâce à ses 400 coups, François Truffaut devient l'un des rares réalisateurs de ce monde à atteindre la célébrité dès son tout premier film qui a été un succès mondial. Pas mal pour une première, non ? En 1956, le jeune François Truffaut rencontre et devient ami avec le vieil écrivain Henri-Pierre Rocher, qui a écrit en 1953 un roman, Jules et Jim, racontant l'amitié entre un Français et un Allemand et parlant librement d'un ménage à trois qu'il forme avec la mystérieuse Catherine. Ce livre n'a pas encore rencontré le succès lors de sa rencontre avec le jeune François Truffaut et il était à la recherche d'un cinéaste pour adapter son roman afin de transmettre ses idées sur une morale neuve, affranchie des contraintes sociales. Et c'est en 1962 que Truffaut adaptera finalement le livre, 3 ans après la mort de son ami écrivain. Si le réalisateur a beaucoup adapté de romans tout au long de sa carrière, Jules et Jim en est probablement l'une des adaptations les plus célèbres, mettant en scène une Jeanne Moreau magnétique autour de laquelle tournent deux des meilleurs amis du monde, tous deux amoureux de cet énigmatique personnage. L'histoire se déroule à Paris, juste avant la Première Guerre mondiale, où Jim, un Français, et Jules, un Autrichien, connaissent une véritable amitié. Ils rencontrent et tombent amoureuses de Catherine, et un véritable et instable triangle amoureux débute, ménage à trois assumé et guidé et malmené par les instables sentiments de Catherine. Jules et Jim est pour moi la définition de ce qu'est un film léger, qui capture et raconte la vie avec grâce et légèreté, mais il y a tout de même une couche de finesse et profondeur, avec des réflexions sur les thématiques de l'amour, du bonheur et de l'équilibre. Ce film léger va s'assombrir en deuxième partie, en devenant plus mature, moins poétique et plus centré sur la psychologie des personnages. Jeanne Moreau crève totalement l'écran, interprétant le rôle d'une femme vivante mais terriblement complexe, incapable de comprendre ses propres sentiments et de résister à ses pulsions. Elle est telle une statue de marbre grec dans un musée dont les deux amis éprouveront un plaisir absolu à admirer. Mention spéciale à sa chanson Le Tourbillon qui résume très bien le thème du film et le parcours de nos trois héros. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvés, puis on s'est séparés. La musique accompagne parfaitement l'ambiance du film, nous entraînant dans ce voyage au cœur des sentiments complexes de ces trois amis, dont les sentiments vont et viennent, mais rarement se rencontrent. Ce qui est intéressant avec ce film est que plutôt que d'essayer de remplacer des scènes du roman difficilement adaptables, il a décidé de la raconter en voix off, ce qui permet de remettre la dimension littéraire au centre du film et de moderniser la mise en scène. Au début du film, la voix off résume parfaitement le contexte en moins d'1 minute, comment est née cette amitié, leur passion commune, leur quête de la femme parfaite. Tout cela est accompagné d'un montage vite qui donne du rythme et de la vie à ce long métrage.
Là aussi, on voit bien la volonté du réalisateur de rompre avec les tournages en studio. Il y a énormément de scènes qui sont tournées en décor extérieur avec une caméra mobile et on a aussi beaucoup de plans aériens. Ainsi, Jules et Jim est un des plus beaux films de François Truffaut, mettant en scène une histoire d'amour alambiquée entre trois personnages romantiques avant que le tourbillon de la vie ne les entraîne vers une dimension plus tragique. On voit les influences de la nouvelle vague dans ce film, notamment avec la diffusion d'idées sociétales novatrices qui a une volonté de casser la morale de l'époque. La trajectoire du personnage de Jules résume parfaitement cette idée. Il prononce au début du film un discours sur un adultère qui serait normal pour l'homme, mais non pour la femme qui devrait rester sage. Et c'est lui qui est trompé tout le film et qui finit par l'accepter. Petit saut dans le temps, on passe en 1973 avec La Nuit américaine, qui est une véritable mise en abîme de cinéma. Le long métrage raconte le tournage chaotique d'un mélodrame, Je vous présente Paloma, au studio de la Victorine à Nice. C'est un des seuls films où Truffaut jouera l'un des rôles principaux. Ferrand, réalisateur expérimenté qui essaye tant bien que mal de terminer ce film sous la pression des producteurs qui veulent terminer le film en moitié moins de temps que prévu, les dramas au sein des équipes de tournage, les différents problèmes techniques. La voix off exprime clairement cette idée au début du film. Un tournage d'un film, c'est un petit peu comme un trajet de diligence au Far West. Au début, on pense que ça va être un beau voyage, puis très vite, on se demande si on arrivera à destination. Le synopsis du film raconte un jeune homme, Alphonse, qui présente sa nouvelle fiancée britannique à ses parents. Le père de celui-ci va tomber amoureux de la compagne de son fils et finira par s'enfuir avec. Alphonse est joué par Jean-Pierre Léaud et c'est un acteur immature et capricieux lors du tournage qui incarne le fils, alors que Julie Baker, qui est jouée par Jacqueline Bisset, elle c'est une star anglaise de retour après une dépression qui lui a fait abandonner son dernier tournage, et elle va interpréter sa fiancée. Le rôle du père est attribué à Alexandre, joué par Jean-Pierre Aumont, un acteur célèbre d'Hollywood de la grande époque, tandis que celui de la mère à Séverine, jouée par Valentina Cortese, une star italienne alcoolique sur le déclin et ancienne maîtresse d'Alexandre. Et du coup, on a là toutes les cartes pour un tournage bien explosif entre caprice de star, jalousie, alcoolisme, sexe et disputes. Truffaut nous fait la liste de tous les problèmes que peut rencontrer une équipe en augmentant progressivement la gravité de ceux-ci, du petit incident à l'incident majeur, donc par exemple des scènes entières à retourner, des histoires d'amour et de sexe entre les acteurs qui tendent les relations, acteurs alcooliques et ultra émotifs incapables de jouer une scène correctement, actrice enceinte qui ne devrait pas l'être, acteurs en rupture amoureuse voulant quitter le tournage, et même carrément la mort d'un acteur. D'ailleurs, ces problèmes ne sont pas forcément amenés de manière ultra cohérente. Par exemple, à un moment, deux des acteurs principaux couchent ensemble et ça n'a absolument aucun sens dans leur trajectoire narrative. Et c'est pas forcément très grave, c'est plus le problème et ses conséquences qui ont un intérêt plus que la cause. Et c'est pas forcément sûr que tous les problèmes aient des causes très cohérentes dans la vraie vie non plus. Il y a bien sûr plein de personnages qui donnent vie à La Nuit américaine, mais le personnage principal du film reste bien entendu le cinéma lui-même, qui n'est pas forcément montré sous le point de vue de l'art, mais plus d'un point de vue de la fabrication artisanale, qui est super importante à la fabrication d'un film, tout aussi bien que la touche artistique. La mise en scène est mise en valeur par l'excellent travail de composition de Georges Delerue, qui collabore souvent avec le réalisateur. L'auteur a composé plusieurs symphonies, dont le morceau Grand Choral inspiré de Vivaldi. Ce morceau vient renforcer une mise en scène ayant pour but de filmer le tournage en train de se faire. Cette musique donne aux séquences de tournage un véritable caractère cérémoniel, sacralisant ainsi la production cinématographique, la rendant quasi divine et magique. Mention spéciale à la jeune Nathalie Baye, dont chacune de ses scènes sort du lot. Elle apporte beaucoup de saveur et de caractère à un personnage d'assistant réalisateur, personnage souvent mis dans l'ombre dans le monde du cinéma. Ainsi, François Truffaut a réussi à décrire à l'écran ce monde du cinéma qui attire autant de passion en montrant aussi bien la lumière, où l'on passe son temps à s'aimer, à s'embrasser, à se complimenter, mais il montre aussi l'envers du décor, beaucoup plus sombre, plein d'hypocrisie, de problèmes. Le cinéma est donc un spectacle rendu crédible et vivant grâce à une somme d'artifices, telle La Nuit américaine, technique cinématographique utilisée pour jouer des scènes de nuit en plein jour. Le film a connu un véritable succès critique à sa sortie et a remporté de nombreux prestigieux prix, comme entre autres l'Oscar du meilleur film en langue étrangère en 1973, le BAFTA, en gros l'Oscar britannique du meilleur film étranger en langue française, et aussi le prix du jury du Festival de Cannes en 1973 pour sa réflexion sur le cinéma en tant qu'art. Là, on va vraiment s'attaquer à un monument de la carrière de François Truffaut. C'est un de ses plus célèbres et surtout son plus grand succès commercial et critique de sa carrière. Il y a pas moins de 3 millions de spectateurs qui se sont rendus en salle à sa sortie en 1980 et ça a été récompensé par pas moins de 10 Césars, le record absolu en la matière, qui a été seulement égalé en 1991 avec le Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rapneau.
En septembre 1942 à Paris, Marion Steiner est la directrice du théâtre de Montmartre après que son mari, Lucas Steiner, l'ancien directeur, ait dû fuir parce qu'il était juif. Elle engage Bernard Granger pour jouer dans ses côtés dans la pièce La disparue qu'ils sont en train de monter. Cependant, Lucas Steiner a simplement fait semblant de fuir et reste caché dans la cave de son théâtre pendant toute la guerre, et Marion lui rend visite chaque soir et prend les directives sur la pièce qui est en train d'être montée. Rarement le rôle de la femme fatale n'a été aussi bien représenté qu'avec Catherine Deneuve, peut-être aux côtés de Jeanne Moreau dans Jules et Jim, mais cette fois-ci, il s'agit d'une femme froide, forte et sensible, digne responsable du théâtre, maîtresse de ses émotions la plupart du temps. Les rares moments où elle peut se relâcher et se laisser aller à ses émotions sont les moments passés dans la cave avec son mari, mais quand elle a la surface, rien ne doit transparaître. Contrairement à certains de ses autres films, l'histoire d'amour n'est pas vue ici comme une tragédie où les personnages seraient prisonniers de leurs sentiments, les menant toujours plus sûrement vers une fin tragique. Ici, les personnages sont au contraire indécis, ils hésitent, ils ont envie et ils ont peur. Le dernier métro offre au spectateur une valse des sentiments et on ne sait jamais de quel côté la pièce va tomber. Les personnages sont confrontés à des choix et c'est autour de ceux-ci que le film est construit et la pièce de théâtre mise en scène n'est que l'écho de la psychologie de nos personnages. Marion hésite entre la fidélité envers son mari, envers qui elle a un immense respect, et son attirance pour Bernard. Bernard, quant à lui, ne sait plus trop s'il doit rester dans cette troupe et vivre avec Marion ou s'il doit intégrer la résistance. Marion est emprisonnée entre les deux mondes, celui d'en bas, dans la cave insalubre, vie cachée où on connaît l'angoisse permanente d'être démasqué, le monde symbolisé par Lucas, son mari, et le monde d'en haut, artistique, sous les projecteurs, monde symbolisé par Bernard. Le film joue sur cette balance entre les deux mondes, cette double vie qu'elle tente de cacher et dont elle devra tôt ou tard faire un choix. On annonce dès le début du film l'importance de la pièce de théâtre qui est en train d'être créée. Les Parisiens se réfugient dans les théâtres le soir pour échapper au froid, mais ça leur permet aussi de s'échapper quelques heures à ce réel insupportable qu'ils vivent tous les jours. Et tout ça grâce à l'art. Ce sont les seules heures de liberté qu'un peuple emprisonné peut connaître, et c'est pour cela que la pièce doit absolument réussir. Les personnages qui œuvrent à la création de la pièce ont donc une mission quasiment divine à accomplir. La qualité de la reconstitution historique a beaucoup été louée par les critiques de l'époque, et celle-ci est rendue particulièrement crédible grâce au travail du directeur de la photographie, Nestor Almendros. Celui-ci collabore de manière régulière avec le cinéaste depuis L'Enfant sauvage, film de 1969. Il a recherché des couleurs qui renvoient à des dimensions de souvenirs et de nostalgie, un ton irréel qui tranche avec le réalisme des décors, couleurs souvent sombres, les scènes extérieures sont d'ailleurs beaucoup tournées de nuit, augmentant cette dimension floue, opaque, comme si on était en train de regarder le passé via une fenêtre plongée dans le brouillard. Ainsi, Truffaut a joué et gagné en maître sur plusieurs tableaux à la fois, sur celui de la vie quotidienne sous l'occupation, celui du milieu théâtral et celui sur le caractère de ses personnages. Vivant dimanche, c'est son dernier film, sorti en 1983, avec en tête d'affiche Jean-Louis Trintignant et Fanny Ardant. Fanny Ardant, une jeune femme subversive, le dernier amour de François Truffaut jusqu'à sa mort en 1984. Il s'agit d'une adaptation du polar de l'écrivain américain Charles Williams, The Long Saturday Night, sorti en 1962. Et on ressent bien toute l'inspiration du cinéma américain, et plus particulièrement du thriller dans ce long métrage, genre que Truffaut se réapproprie pour en faire une œuvre foncièrement française. Donc c'est un film sympathique, une comédie policière dont le ton plutôt léger dénote avec l'ambiance visuelle très sombre que Truffaut a voulu donner au film. Mais par contre, c'est pas vraiment son meilleur film et ça reste cependant très plaisant à regarder. Julien Vercel, un agent immobilier du sud de la France, est accusé du meurtre de sa femme et de son amant, donc il devient automatiquement le suspect numéro 1 à ce double meurtre dont il semblerait être innocent. Il charge sa secrétaire de mener l'enquête discrètement pour faire éclater la vérité. Et tout comme le dernier métro d'ailleurs, le protagoniste se retrouve cloîtré dans son bureau et une femme doit l'aider dans sa quête pour survivre. C'est une enquête policière très bien ficelée qui amènera nos protagonistes à fréquenter aussi bien les beaux hôtels de Nice que le milieu de la prostitution et du proxénétisme. Le film est bien rythmé et plein de surprises, notamment lors de sa résolution finale. Ce film est tourné cette fois-ci en noir et blanc car il reprend les codes des films noirs des années 50, donc les thrillers policiers américains. C'est un film tourné presque entièrement de nuit, et donc on a vraiment deux genres qui s'opposent dans ce film, la comédie et le film policier. Donc il y a un décalage entre le thème et l'ambiance visuelle du film et le comportement des personnages qui se comportent de manière tout de même assez légère pour la situation, on les sent jamais vraiment stressés. Fanny Ardant est vraiment parfaite dans son rôle de la secrétaire subversive qui n'a en aucun cas l'intention de se laisser dicter sa conduite et mène la danse tout le film. Ces différentes prises d'initiative apportent à son personnage un vent de fraîcheur sur les personnages féminins.
libre et transgressif. Voilà, c'était les 5 films de François Truffaut que j'avais envie de vous montrer. Quels sont vos films préférés? Avez-vous l'intention de les regarder? Dites-moi tout en commentaire, je les lirai avec attention. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo et que vous en voulez plus, n'hésitez pas à me donner des idées dans les commentaires, à liker, à commenter, à parler autour de vous et même peut-être à s'abonner. Salut, à la prochaine!